Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH Management, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Bien dans son job aujourd'hui, on s'intéresse aux seniors. Comment les faire rebondir? C'est un vrai sujet aujourd'hui avec un taux d'emploi qui est encore trop faible. On va en parler avec Jean-Luc Martial. Il est le fondateur de Les Increvables. Il va nous expliquer son engagement mais aussi sa méthodologie. Le cercle RH, l'usage du téléphone au travail. Bah oui, moi aussi je l'ai sur mon plateau. Est-ce que c'est bien tout cela? Est-ce que c'est pas un objet de distraction qui fait baisser la productivité, qui génère de l'incivilité? On en parlera avec mes invités. Sandrine Lozy, elle est avocate en droit social. Adrien Chignard, psychologue du travail, dirige Sens et Cohérence. Il sera avec nous en distanciel. Et puis, comme chaque semaine, Caroline de Senneville m'accompagnera pour parler de ce sujet. Je ne sais pas d'ailleurs si elle viendra avec son téléphone portable. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job pour parler des seniors. Alors on en parle beaucoup sur le plan national, des engagements nationaux de l'ancienne ministre du Travail, beaucoup d'actions. Comment faire pour aider les seniors à rebondir? Alors certains sont en demande d'emploi, certains sont en emploi, mais savent qu'ils vont peut-être le perdre ou être mis entre guillemets au placard. On en parle avec vous, Jean-Luc Martial. Bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Mais moi de même. Vous êtes fondateur de Les Increvables. Alors à votre accent, on va le découvrir, vous arrivez du sud de la France, de Narbonne. De Narbonne, oui. D'abord, un petit mot quand même sur vous et sur votre engagement. Il vient d'où cet engagement? Alors, d'abord, je suis un autodidacte. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, je suis un homme de PME. J'ai toujours été dans le B2B. J'ai toujours été la jambe commerciale d'une entreprise. Et donc, j'adore le contact avec des décideurs. Et j'ai travaillé également au sein d'une société qui proposait des ressources à temps partagé. Donc, je connais un peu le contexte de besoins de flexibilité, de besoins de ressources qu'ont les entreprises. Quel est le modèle? Parce que vous me disiez en préparant l'émission, des seniors et des actions seniors, il y en a plein. Moi, je ne voulais pas faire comme les autres. Quand vous me dites ça, vous faites comment? Alors, en disant vouloir pas faire comme les autres, je ne prétends pas dire faire mieux, mais faire autrement. Différemment. Une voie différente. Et donc de proposer aux seniors différentes manières de retrouver un emploi. Donc je suis parti sur le constat qu'il existe des plateformes RH où on empile des milliers de CV et en face, on demande aux entreprises de passer leur annonce. Donc ça, c'est un concept. Ensuite, il y a les cabinets de recrutement qui, eux, partent sur le besoin du client et après sélectionnent des candidats. Et vont chercher du client. Voilà. Et moi, j'ai décidé de partir sur une voie différente, c'est-à-dire que je pars du candidat et non pas de l'entreprise. J'accompagne un nombre restreint de seniors, c'est-à-dire 300 personnes avec qui j'ai échangé individuellement, voilà, leur parcours de vie, leur angoisse. Vous les connaissez? Voilà, je les connais. Et ensuite, une fois qu'ils rentrent dans la communauté, eh bien, je tape aux portes des entreprises pour leur trouver du travail par rapport à ce qu'ils cherchent. Et c'est vous, parce que vous évoquiez en introduction votre appétence pour le commercial, donc être capable vous-même, j'imagine que vous avez des équipes, parce que 300 chercheurs d'emploi de plus de 50 ans, c'est du boulot quand même. Alors, 300, oui, tout à fait. Mais... Avec une plateforme, on va en parler. Hein. Oui, tout à fait. Mais l'objectif, donc cette plateforme a été créée au mois d'août, hein, c'est tout récent, donc on est encore en phase de validation. Mais l'objectif, c'est de recruter des responsables de groupes qui auront chacun 300 personnes. Pourquoi 300 personnes? Non, c'est le bon format. Il n'y a pas de problème. Vous partez du candidat. Oui. Les profils de ceux que vous avez en face de vous, au téléphone, en visio, et parfois même autour d'un café, j'imagine, c'est quoi? C'est des seniors en recherche d'emploi? C'est des seniors qui sont en emploi et qui n'en peuvent plus et qui aimeraient aussi avoir un deuxième souffle? C'est quoi les profils des seniors que vous avez? Il y a de tout. Il y a de tout. Alors la majorité, c'est quand même des gens qui sont en recherche d'emploi, avec des situations pour certains d'entre eux très compliquées, avec des fins de droit au chômage, avec un moral au plus bas. Des traites à payer, des remboursements de crédit. Tout à fait. Et puis aussi, il y a notamment des femmes qui sont veuves ou divorcées et qui sont en grosse difficulté.
l'opération et l'accompagnement est gratuit. Tout à fait. C'est-à-dire gratuit pour le candidat, c'est important de le préciser. Tout à fait. Comment vous organisez, je dirais, le modèle économique de votre structure, Les Increvables? Alors, avant d'avoir réfléchi au modèle économique, c'était vraiment une envie Un engagement. Voilà, un engagement. Donc, ça, c'est mon moteur principal. Après, au modèle économique, je suis parti sur un pari. De dire, voilà, premier objectif, c'est de retrouver de l'emploi pour les personnes que j'accompagne. Ça, c'est le premier pari. Ensuite, l'entreprise qui va recruter une personne que j'accompagne, je lui propose de fixer elle-même la contribution qu'elle va reverser aux Increvables. D'accord ? Je ne veux pas que ça soit un frein. Je ne veux pas être perçu comme un commercial qui vend une prestation. Je veux vraiment... Comme quand on paye sur une carte bleue, on se dit de 1 euro à 50, vous pouvez donner. Tout à fait. Et là, pour l'instant, parce que ça démarre, mais ça démarre fort, qu'est-ce que vous donnent les entreprises? Comment elles réagissent pour celles qui ont embauché? Alors, c'est selon aussi la taille des entreprises. C'est évident qu'une TPE qui va me dire, écoutez, je vous donne 200 euros pour m'avoir permis de recruter, je lui dis merci, un grand merci. Je veux dire, c'est une petite TPE. Mais c'est bien, ouais. Bon, si c'est un grand groupe qui me dit, je vous donne 200 euros, bon... Et dire, bon, allez, prenez, mais je sais qu'il n'a pas été très gentil avec moi. Avant de nous quitter, c'est partout en France, les Increvables, hormis le fait que vous allez déployer, si je comprends bien, des régions de 300 seniors avec la même énergie que vous. Tout à fait. Pour l'instant, vous démarchez partout en France. Tout à fait. Donc les seniors peuvent s'inscrire de n'importe où en France. Tout à fait. J'imagine qu'ils vont sur la plateforme www.lesincrevables.net. Alors, tout en sachant que sur le site internet, il n'y a pas de formulaire. Il y a un numéro de téléphone, on appelle directement, c'est vraiment mettre l'humain au centre du jeu. Quoi. Mais écoutez, je vous dis bon vent, parce que c'est une initiative extrêmement positive. Merci à vous, Jean-Luc Martial, lesincrevables.net. C'est un engagement, allez-y. Et puis vous qui êtes des seniors, peut-être parfois en recherche d'emploi ou en transition, allez vous inscrire. Et ça sera peut-être, j'espère, Jean-Luc Martial qui vous répondra. C'est vous qui répondez, hein? Tout à fait, c'est moi qui réponds. Merci, c'est un vrai plaisir de vous accueillir. Tiens, un sujet qui intéresse les patrons de PME jusqu'aux grands dirigeants, le téléphone portable. Vous savez, cette petite chose qui nous pollue la vie, qui vibre parfois pendant une émission, qui vient vous déranger pendant un call. Le téléphone portable, il a un enjeu sur la productivité, sur les incivilités, sur la manière dont on se comporte en entreprise. On en parle. C'est un sujet sociologique, pas tant que sociologique, économique aussi. Et j'accueille mes invités. Ravi de vous retrouver dans le cercle RH parce que le sujet dont on va parler aujourd'hui est un sujet qui nous concerne tous, ne vous cachez pas. Votre téléphone portable, le smartphone, vous savez, qui est sur votre bureau, qu'on utilise pendant les réunions, qui fait qu'on n'est plus tout à fait concentré. Le téléphone, en fait, qui est un outil, même parfois un fil accroché à notre bras, il a des incidences. Et on va en parler avec mes invités. Incidences sur les incivilités, sur le comportement général et sur la productivité des collaborateurs. Et on va en parler avec mes invités. Sandrine Lezy, ravie de vous accueillir. Vous êtes avocate en droit social chez Capstan. Oui. Capstan Avocat, et on fera du droit, évidemment, et on parlera de ce sondage IFOP très instructif sur les dangers, pour ne pas dire les ravages du téléphone portable. Nous serons avec Adrien Chignard, il est avec nous en visio. Je salue Adrien. Je déplore l'absence sur le plateau. C'est toujours un plaisir, Adrien, de vous avoir en vrai, physiquement, et vous êtes avec nous en distanciel. Psychologue du travail, sens et cohérence. On reviendra aussi sur les enjeux psychologiques. On se souvient du documentaire sur Arte qui s'appelait Dopamine et qui avait fait grand bruit à l'époque. Et puis Caroline de Senneville est avec nous. Bonjour Caroline. Bonjour Arnaud. Très heureux de vous retrouver, journaliste chez Décideurs RH. Et on commence avec vous, parce que c'est un peu la tradition de l'émission, pas que à travers des chiffres, mais à travers des études un peu précises. J'évoquais l'étude IFOP. Il y a aussi une étude de la Direction Générale du Trésor qui pointe du doigt. Alors là, c'est pas les incivilités, c'est la productivité. Vous le disiez, nous sommes un peu accros à nos téléphones. Les Français consultent leur portable une centaine de fois par jour, soit au minimum 3 heures de temps cumulé. Ça a un impact sur leur travail. Et justement, cette étude de 2025 de la Direction Générale du Trésor montre que les salariés pourraient passer entre 20 minutes et 2h30 de leur journée de travail à consulter leur smartphone, pour des raisons évidemment non liées à leur activité professionnelle, ce qui a une incidence importante, puisqu'une déconcentration au travail fait perdre 0,6 points de PIB par an en France. C'est colossal. Vous l'utilisez beaucoup, votre téléphone, vous, maître ? Oui.
Moi aussi. Non, mais je plaide coupable. C'est-à-dire qu'on est tous autour de cette table. On communique beaucoup, mais on va dire que voilà, c'est pour le travail. On va dire essentiellement pour le Non, travail. mais on sourit, mais qui n'a pas, lors d'une réunion, et on va en parler avec Adrien, eu la tentation, au moment où votre collègue, collaborateur vous parle, de mettre le nez sur son téléphone tout en répondant à un WhatsApp? Qui ne l'a pas fait? Et on voit dans l'étude IFOP que vous avez analysée et étudiée, on voit que ça a un lien quand même dans la relation au travail. Enfin, je ne sais pas comment vous analysez ce sujet, mais perte de productivité et de réactivité, puis en même temps, c'est très incivil. Il y a plusieurs impacts qui sont d'ailleurs relevés dans l'étude IFOP. Là, vous pointez les relations du travail et c'est le premier point d'ailleurs qui préoccupe les chefs d'entreprise dans cette étude, parce que justement, ça crée des incivilités, de l'impolitesse. C'est-à-dire qu'on s'isole aussi, donc ça crée aussi de l'isolement, de l'irritabilité, et c'est vrai que nous, on constate beaucoup d'augmentation en termes de conflictualité au travail. Alors, il y a différents facteurs, bien sûr. Ouais. Mais le fait d'utiliser de façon excessive, parce que c'est ça qui est important aussi, c'est l'utilisation excessive de son smartphone personnel au travail. Personnel, c'est important de le préciser. Qui fait que, oui, il y a des situations où on est plus irritable, on n'a pas envie d'être interrompu. Pendant les pauses, là où on crée du lien, et là où ça avait énormément d'importance, ce lien dans l'entreprise, et bien en fait, tout le monde est sur son smartphone et plus personne ne se parle. Il suffit de sortir de l'entreprise pour marcher dans la rue. Oui. Et en fait, de croiser des gens qui vous bousculent parce qu'ils sont le nez sur leur téléphone en train de soit regarder une vidéo, soit envoyer un message. On est en train un peu d'étouffer Adrien avec ce téléphone, pardonnez-moi, parce que ce sujet a été évoqué chez les enfants. On a évoqué dans certains pays européens l'interdiction du téléphone. Je pense à l'Angleterre, je pense à l'Italie. Chez les ados, le débat est en France. Mais en fait, on devrait peut-être se poser la même question en entreprise, c'est-à-dire que quand on fait une réunion, chaque dirigeant, chaque cadre ou chaque salarié met ça dans un petit tiroir. Et puis enfin, on peut travailler. Comment vous regardez ce sujet, vous, le psychologue du travail ? En fait, moi, je le regarde à deux titres. Je suis à la fois psychologue du travail et chef d'entreprise. Donc, j'ai moi-même 9 salariés avec lesquels j'ai l'occasion d'animer des réunions. Je pense que quand on est chef d'entreprise, on est aussi porteur et créateur d'une norme. Et être porteur et créateur d'une norme, ça veut dire qu'on a un devoir d'exemplarité par rapport aux collaborateurs qui sont les nôtres. Et moi, je commence, tout comme lorsque je suis en train de vous parler, je n'ai pas de montre connectée. Mon téléphone est en mode avion pour pouvoir effectivement vous donner l'attention que vous méritez. Parce que toute la composante dont on parle là, c'est la dimension attentionnelle, cette question de la charge mentale dont on parle très souvent. La charge mentale, on sait, Arnaud, qu'elle est constituée de 2 phénomènes cognitifs, à la fois la question de l'attention et de la mémoire de travail. Mais si vous êtes le nez scotché à votre smartphone à regarder Instagram ou tous les réseaux sociaux, vos facultés attentionnelles ne sont pas illimitées. Elles vont être happées par le contenu en plus appétissant de ces sites qui ont vocation à vous laisser le plus longtemps sur le site pour pouvoir consommer de la pub derrière, qui fait qu'en fait, vous ne pouvez plus être productif en situation de travail. Le problème, c'est que moi, l'employeur que je suis, il loue quelque part les facultés attentionnelles de ses collaborateurs pour produire de la valeur. Exact. Or, si leurs facultés attentionnelles sont prises par les réseaux sociaux, elles ne peuvent plus être génératrices de valeur pour moi. C'est intéressant. Je vous rappelle ce documentaire qui est encore visible, Dopamine, qui avait été diffusé sur Arte, qui est une espèce de petite drogue générée par la surconsommation de sites. Je pense notamment à TikTok, pour ne pas le citer. Caroline, vous vouliez compléter, parce qu'on a démarré par la productivité, mais on voit aussi que c'est un vrai enjeu sur notre santé mentale. Oui, sur la santé mentale, et je voulais peut-être faire une petite parenthèse, mais là on parle souvent des postes de cadre, on est derrière notre ordinateur. Quand on est sur des chantiers ou autres, regarder son téléphone peut entraîner des accidents, et l'employeur, je me tourne vers vous, mais ne peut pas interdire l'usage du téléphone, il peut le contrôler. Pour autant, s'il y a un accident qui est lié à l'usage d'un téléphone, il peut être mis en cause. Donc voilà, il y a un juste milieu à trouver, une sensibilisation sûrement à faire sur ces sujets-là. Sécurité, je pense à la conduite, je pense à ceux qui circulent beaucoup, qui sont des opérationnels. Quand vous parliez de conflits tout à l'heure, vous avez des exemples un peu plus concrets à nous donner. Vous disiez, il y a ces sources de conflits et d'inquiétude, puisqu'on voit effectivement que 9 patrons sur 10 sont inquiets de l'utilisation. C'est quoi les exemples concrets là, de conflits ? Alors, là, il y a 2 choses. Il y a d'une part sur ce qui est accident, donc la sécurité au travail, et après, il y a ce qui est conflit.
La sécurité au travail, c'est vrai qu'on a une obligation générale de sécurité et de santé au travail. Donc, je dois, moi, travailler sur la prévention en tant qu'employeur. Donc, il faut que j'analyse les risques. Et parmi ces risques, il y a peut-être un qui était assez ignoré jusqu'à présent, qui était justement l'utilisation du smartphone, de son smartphone en voiture. Je travaille en hauteur. Vous parliez notamment des ouvriers du bâtiment et les moments d'inattention que crée le smartphone parce qu'on est tellement accro à attendre une notification, quand bien même on n'en a pas, on va regarder son smartphone, qu'effectivement, il y a un risque. La responsabilité, je l'ai en tant qu'employeur. Donc, il faut évidemment que je fasse de la prévention, que je n'attende pas que le risque arrive. Et c'est en cela que c'est important de sensibiliser aussi les chefs d'entreprise sur cet aspect-là, qui est l'aspect sécuritaire. Alors, restons un instant sur la sécurité, je garde ma question pour la suite. Si on prouve qu'un salarié a utilisé son téléphone sur un chantier, sur une grue, sur un échafaudage, et qu'il a un accident du travail, est-ce que l'employeur peut considérer qu'il n'est pas responsable parce que le collaborateur utilisait le téléphone, s'est tourné et est tombé, par exemple? Alors déjà, il va falloir le démontrer. Et souvent, c'est très compliqué, en fait. Exact. Parce que j'ai un arbre des causes, il va falloir que je trouve finalement ce qui a été vraiment le fait générateur de l'accident. Et Un témoin, parfois, par exemple. Oui, mais un témoin, moi j'ai déjà eu des cas, en fait, notamment sur des chantiers d'accidents dont on indique que la personne se trouvait dans une zone où il ne devait pas être alors qu'il regardait son smartphone. En fait, ça a été extrêmement difficile à démontrer. Donc en fait, on va plutôt rechercher, est-ce que véritablement la zone était suffisamment délimitée, interdite, quand bien même, en fait, le salarié aurait... Donc on ne traite pas le sujet au plus profond du fait qu'il tenait un smartphone, parce que vous nous dites, juridiquement, c'est dur à défendre. En tout cas, c'est le problème de la preuve, Ouais. et donc du travail que l'employeur doit faire pour rechercher quelle est la cause initiale et principale, en fait, de l'accident. Mais c'est un point sur lequel il y a une préoccupation qui est évidente des employeurs sur ces aspects-là, sur l'aspect sécuritaire. Et on le comprend facilement. Donc il y a la santé physique, il y a la santé mentale, parce qu'on en parle beaucoup, notamment dans les études. Parce qu'effectivement, il y a un impact. Il y a plein d'études, y compris scientifiques, Absolument. qui démontrent que chez l'adulte, et pas seulement chez l'enfant, mais l'enfant, quand on sait qu'un enfant de 2 ans est en moyenne 1 heure devant des écrans, on peut se dire, quand il va arriver sur le marché du travail, en fait, quelle va être son attitude ? Comment va-t-il se comporter ? C'est pour ça que c'est important de prendre le problème non seulement en amont, et c'est essentiel de traiter au niveau des enfants, des adolescents, mais dans l'éducation. L'éducation, bien sûr, et c'est évident, et on s'en est emparé en France, suffisamment, pas suffisamment, c'est pas le sujet. Mais dans l'entreprise, ça c'est assez nouveau, en fait, de porter ce sujet-là dans l'entreprise. Mais sans pointer du doigt notre fameuse Gen Z là, dont tout le monde parle, la Gen Z, elle amène ça, cette espèce de mode du nez sur le téléphone, Il n'y a pas que cette génération, mais effectivement, cette génération davantage. Et d'ailleurs, dans toutes les études qui sont faites, on démontre que malgré tout, il y a une attitude, on va dire, un comportement qui est d'utilisation, mais pendant un temps extrêmement important du smartphone. Et dont Caroline. ils ont du mal à se détacher. La fondation d'entreprise Ramsay Santé avait fait une étude et les jeunes âgés de 15 à 25 ans déclarent avoir une relation nocive, voire toxique avec leur téléphone portable. 38% se déclarent addicts et 34% décrivent leur relation comme négative. C'est des jeunes qui sont déjà en emploi ou qui vont arriver sur le marché du travail. Il faut pouvoir... Et c'est ça Donc, qui enjeu de sécurité, enjeu de relation avec le client, puisqu'il y a les enjeux de sécurité dont on vient de parler, difficiles à démontrer, dites-vous. Puis aussi la relation au client, quand vous avez en service clientèle quelqu'un qui a le nez sur le téléphone et qui se lève pas. On l'a tous vu. Et on l'a tous vécu. Donc c'est assez intéressant de voir aussi que ça a un impact sur l'enjeu business d'une entreprise. Ça a un impact sur le business, ça a un impact sur les relations. Donc sur le business, oui, parce que le service au client, oui, mais pas seulement. C'est-à-dire que quand je suis en réunion, que je mets pas mon smartphone sur le mode avion et que j'écoute... j'écoute, oui, mais enfin, j'écoute pas la totalité. Donc, en fait, s'il y a un process qui m'est présenté, s'il y a... et finalement, je vais en avoir loupé peut-être une petite partie, parce que je n'ai pas la même concentration qu'une concentration absolue quand je n'ai pas mon smartphone. Comme on est en ce moment, même si de temps en temps, je jette un petit œil sur mon téléphone, vous avez remarqué. Oui, j'ai remarqué. Vous l'avez remarqué, j'ai vu dans vos yeux que vous aviez vu. Adrien, concrètement, là, on a fait un diagnostic, on a fait une photographie objectivement. Que tout parent, que tout salarié a bien en tête, ou que tout dirigeant d'ailleurs a en tête, le téléphone est trop, on l'utilise trop, il nous envahit, il nous pollue la vie,
Et pourtant, on a le sentiment que sur ce sujet, on n'y arrive pas réellement. On fait quoi? On l'interdit? On fait de la prévention en formation? Comment on fait? Vous avez parlé tout à l'heure d'un terme qui me plaît beaucoup, qui est la notion de risque. Quand on fait de la prévention des risques, on a une prévention qu'on appelle primaire, secondaire et tertiaire. Alors on va faire, et c'est ce que vous disiez, Maître, on va faire de la sensibilisation, de l'éducation populaire, on va essayer de faire en sorte d'avoir un usage de l'outil, parce que toute nouveauté encapsule la possibilité de son mésusage, et c'est ce qui se passe avec le smartphone en situation de travail. Donc on va faire de la formation, de la sensibilisation sur les usages. Lorsqu'il y a des comportements qui sont trop dangereux ou autres, on va pouvoir sanctionner dans un second temps, mais on va surtout faire de la vraie prévention, c'est-à-dire de la prévention primaire. Et la prévention primaire, notamment pour certains employeurs, c'est de comprendre aussi, et encore une fois, je suis employeur, qu'on ne peut pas d'un côté valoriser ce qu'on appelle l'extra mile dans les grandes boîtes américaines, où on vous demande de bosser parfois jusqu'à 18, 20h, 21h30 de répondre à vos SMS, et de l'autre côté, vouloir que sur le temps de travail, vous vous priviez d'utiliser votre téléphone personnel. Exact. Parce que le respect des temps de repos et de récupération doit permettre une juste distribution de l'usage du téléphone. Donc si on évite déjà d'hyper-solliciter ses collaborateurs en dehors des temps de travail, on va éviter pour partie d'avoir des usages sur le temps de travail du téléphone personnel. Au Conseil des ministres, on pose son téléphone dans une corbeille, alors pas uniquement pour écouter le président de la République attentivement, mais aussi pour éviter les fuites journalistiques, pour éviter qu'on enregistre les propos du Conseil des ministres. Je le transpose à l'entreprise, c'est la même chose. Juridiquement, on ne peut pas interdire à un collaborateur, pour l'instant, de se séparer de son téléphone. Est-ce qu'un employeur peut dire à cette réunion, je souhaite que tu déposes ton téléphone à l'entrée dans des cabines sécurisées et tu le récupéreras, comme dans certaines écoles, à la fin de la réunion? Est-ce qu'on peut le faire? Oui, c'est-à-dire qu'on peut poser des règles. Dans le cadre notamment du règlement intérieur ou des chartes qu'on établit, d'ailleurs parfois avec les représentants du personnel, parce que ça ne devrait pas être un sujet clivant dans l'entreprise. C'est vraiment un vrai sujet. Je pense que chacun peut comprendre que ça a un impact négatif sur la sécurité, la sienne, mais également celle de ses collègues, sur la performance aussi et la qualité du travail que l'on donne, et sur la relation qu'on a avec ses collègues. Clairement. Donc ces trois aspects-là, je pense que tout le monde est assez conscient. Après, c'est quels sont les moyens que moi, en tant que chef d'entreprise, je mets en place pour... Alors, ça va, on va dire, du plus consensuel au moins consensuel, au plus directif. Donc, ça va effectivement de ce que vous indiquiez à l'instant, c'est-à-dire, je vais sensibiliser. Pour moi, c'est essentiel de sensibiliser. Et sensibiliser, ça peut être, par exemple, mettre au point un questionnaire pour, finalement, se rendre compte, est-ce que je suis accro ou pas ? Parce que très honnêtement, il y a des petites vidéos qui sont très bien faites d'ailleurs par l'Observatoire de santé pro BTP pour savoir mais combien de temps vous passez interrogation dans la rue. Qui a commandé le sondage IFOP, il faut le préciser. Oui, tout à fait. Voilà. Et qui minimise complètement son temps. Combien de temps vous avez pensé hier? Plein de personnes disent 1 heure, 2 heures. Et quand on regarde, c'est 4 heures. Donc la sensibilisation. Et on peut faire, parmi les pistes, il peut y avoir les questionnaires. Pour vraiment qu'il y ait une prise de conscience. Une photo, on se dit j'en suis là, moi. Et ça, c'est important. Après, il peut y avoir également d'autres... on peut négocier aussi dans le cadre de la qualité de vie au travail, parce que le problème de la relation au travail, c'est extrêmement important. Bien sûr. Et vous m'interrogiez tout à l'heure en disant, mais est-ce que vous avez des cas précis? Un cas qui a été tranché d'ailleurs par la Cour d'appel, dans un bureau collectif, il y a une règle dans le règlement intérieur qui est d'interdire le smartphone dans les bureaux collectifs. Or, il y a un salarié qui utilise son smartphone et même le haut-parleur. Donc, ça agace autour de lui. Donc, on lui dit 1 fois, 2 fois, son manager vient lui dire, bon, non, là, il y a un... Et c'est dans le règlement. Voilà, c'est dans le règlement, donc on lui oppose. Il continue malgré tout. Le collaborateur à côté qui n'arrive pas à travailler, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, ils s'empoignent tous les deux et ça se finit par 10 jours d'ITT, donc d'arrêt de travail. Contre celui qui avait le téléphone? Oui, tout à fait. Puni en plus. Donc, du coup, voyez ce genre de situation, en fait, parce que ça crée une frustration. On veut prendre le téléphone. Donc, c'est pour ça qu'il faut essayer d'aller vers le consensuel pour qu'il y ait une prise de conscience des uns et des autres. De l'éveil, de questionnaire, prise de conscience. De la prévention et des règles. C'est-à-dire encadrer. Et je peux le faire. En tant que chef d'entreprise, dans le cadre d'un règlement intérieur, je peux le faire à condition, juste rajouter ça, qu'il y a des limites. C'est-à-dire qu'effectivement, ma règle, il faut forcément qu'elle soit nécessaire, donc juste, et qu'elle soit proportionnée. Ça, c'est une règle évidente que je dois... Donc, ça veut dire quoi? Je finis juste que je peux être amenée à interdire l'utilisation de mon smartphone personnel sur certains métiers
On y sur arrive. certains secteurs, mais à condition qu'effectivement je puisse le justifier. Une femme d'accord. Et ça ne sera pas général, mais je peux cibler Les des enjeux emplois, du des PTT, métiers. le transport exemple. routier, le transport en général, c'est des vrais sujets. Par exemple. On voit des routiers qui ont des accidents parce qu'ils regardent la télé ou un téléphone. Chauffeur de bus, il y a un autre Chauffeur de cas. bus. Chauffeur de bus qui regardait une vidéo sur son Ils le smartphone, font. sur le tableau de bord. Et donc, à ce moment-là, il rate le piéton qui arrive. Il pourrait. Je ne sais pas, Caroline, si vous aviez creusé ce sujet, mais il y a un sujet quand même de l'utilisation du téléphone, au-delà des interdictions dans le cadre du règlement intérieur, des salariés avec l'IA. Vous avez vu, il y a des entreprises qui disent on a créé notre IA, donc on vous interdit évidemment d'aller sur ChatGPT perso. Est-ce que ça, on est déjà dans une jurisprudence de conflit, c'est-à-dire qu'un salarié qui va mettre de la donnée et chercher de l'info, on lui a formellement interdit d'y aller, puisque par essence, il y a un IA interne. Comment ça se... Et ça, c'est son smartphone aussi. Hein. Il va aux toilettes, tout simplement, ou à la cafette, et il va discrètement bosser de ChatGPT. C'est un conflit, ça. Ça, c'est juridiquement... C'est un conflit si je peux le prouver. Alors, il y a toujours la preuve. mais c'est toujours c'est la clé, malgré tout. Hein. Indépendamment de ça, je fixe des règles. Là aussi, c'est dans le règlement. On précise qu'on ne peut pas utiliser son chat GPT personnel de son téléphone parce que perso. j'ai un risque. J'ai un risque de fuite, Mais potentiellement. bien sûr. Donc là, compte tenu de toutes les cyberattaques qu'il peut y avoir... Danger, oui. Donc je peux le justifier. Caroline, est-ce que vous vouliez un petit mot, vous qui regardez le téléphone, une quinzaine de minutes par jour, pas plus, qui est absolument en règle avec ce sujet? Non, mais il y a peut-être un autre enjeu dont on n'a pas parlé, c'est les salariés qui ont leur téléphone personnel pour traiter de sujets professionnels. Et là, garder une ligne fine entre la vie professionnelle et la vie personnelle, c'est pas forcément évident. Et pour l'avocat, c'est compliqué, puisque le salarié évoquera l'idée qu'il travaillait avec son téléphone perso pour des missions pro. On est d'accord, d'où l'intérêt d'avoir deux téléphones. Oui, et c'est pour ça qu'il faut aussi essayer de travailler sur la déconnexion. Le droit à la déconnexion. Oui, mais on a l'obligation aussi de négocier sur la déconnexion, qui est un droit, mais qui est aussi un devoir. Donc, du management notamment, de ne pas envoyer de mail trop tard, etc. Et là, voilà, donc on peut poser un certain nombre de choses, comme mettre son téléphone sur mode avion, par exemple, en réunion. C'est ce que j'ai fait, comme vous avez remarqué, je n'ai eu aucun appel téléphonique pendant cette émission, quand même, j'ai fait un énorme effort. Adrien, vous qui avez une entreprise, vous avez forcément mis un règlement intérieur, vous avez une belle petite PME, concrètement, au-delà de l'enjeu du chef d'entreprise que vous êtes, est-ce que l'interdiction est nécessaire? On l'a vu en Italie, on l'a vu dans certains pays où, pour les écoles, on range les téléphones. On a vu des bagarres, on a vu beaucoup de violence dans les cours d'école à cause de ce téléphone. Et on le voit aujourd'hui à travers l'exemple de Sandrine qui nous dit qu'il y a eu des bagarres dans un bureau pour une histoire de téléphone. Est-ce qu'on va jusqu'à l'interdiction ? Alors, on n'a pas attendu les téléphones pour avoir des bagarres dans les bureaux, très concrètement. Est-ce qu'on interdit? Je crois que c'est pas possible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut plus interdire le smartphone. Il va tout simplement falloir apprendre des usages un peu différents. La chance qu'on a, c'est que les possibilités nous sont offertes. C'est ce que vous disiez, maître, et je partage tout à fait votre regard. Aujourd'hui, sur n'importe quel smartphone, vous pouvez filtrer, par exemple, les appels qui arrivent. Moi, je n'ai pas de problème avec mes salariés à ce qu'elles aient l'autorisation de recevoir des coups de fil perso de la crèche, de l'école ou de leur conjointe ou conjoint. Ça me semble tout à fait légitime parce que c'est une question d'équilibre des vies dont on sait qu'elle est un précipitant de la performance du salarié en plus. Donc nécessairement, on va essayer de mettre en place des limites technologiques qui vont nous permettre d'avoir un meilleur usage tout simplement de ces téléphones personnels parce que je ne crois pas, je parle au travail, je ne parle pas à l'école, mais au travail, je ne crois pas aux questions d'interdiction, sauf effectivement dans des métiers dont l'accidentologie implique la négation totale de l'usage du téléphone. Moi, j'entends éducation, j'entends éveil, j'entends droit et devoir du collaborateur qui doit aussi peut-être être accompagné par CRH sur des questionnaires pédagogiques pour savoir où on en est. Et c'est vrai que quand je vois mes notifications d'utilisation quotidienne, j'ai parfois envie de m'évanouir. Et je me dis, c'est pas vrai, il s'est trompé, c'est pas vrai. Je l'ai pas eu 4h40 devant moi, ce téléphone. Merci, maître, d'être venu nous éclairer sur ces sujets, qui sont des sujets à la fois de sociologie et des sujets importants sur le plan de l'équilibre de vie des collaborateurs et des organisations. Merci à vous, Sandrine Lozy, avocate en droit social chez Capstan Avocat. Merci à Caroline de Senneville de nous avoir accompagnés et éclairés dans chacune de nos émissions. C'est un vrai plaisir. Et merci à Adrien Chignard, psychologue du travail. Sens et cohérence, c'est le nom de votre entreprise, car vous êtes aussi un entrepreneur. Merci aussi à Nicolas Juchat, aujourd'hui à l'oreille, dans mon oreille. Et merci à Charles à la réalisation. Et merci à notre ami ingénieur du son. Merci à vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.